Écoutez, on a bien écouté donc Philippe Voiry et j'espère que tout le monde a bien pu suivre donc cet, enregistrement et je passe à présent donc la parole à nos co-animateurs pour la suite des présentations et des échanges pour justement, lancer la discussion. Oui, merci Pétia. Je pense Loïc, hein, on change un peu le rôle aujourd'hui. Donc je passe en premier, tu passes en deuxième, bon, on échange, hein. Donc bonjour à tous, hein. Je vois quand même qu'on est à 58 connectés, donc c'est très intéressant pour nous aussi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Il est prévu que je vous parle un peu des services publics, de la notion de bassin de vie. Je voudrais d'abord réagir en fait sur la vidéo de Philippe Boiry. Je crois qu'on est en phase avec lui, avec ce qu'il vient de dire. Hein, bon, la notion de bassin à vie, par contre, nous, on la gère depuis une trentaine d'années, donc ce n'est pas un élément nouveau ou novateur pour nous. Mais ce qui est important pour nous à ce niveau-là, c'est que finalement, quelque part, il y a une reconnaissance progressive de cette notion-là. Il a parlé à la fin de son intervention d'isochrome, en fait, de transport public. Alors, il y a différentes manières de le voir. Par exemple, moi, j'avais développé il y a 3 ans, dans le cadre des réflexions d'Aix-la-Chapelle et du traité de l'Élysée, une matrice citoyenne 3D. En fait, quand on travaille sur un bassin de vie, pour moi, il y a 3 éléments importants. C'est l'échelle temporelle. Donc, à quel niveau est-ce qu'on peut intervenir sur un bassin de vie? Est-ce que c'est à court terme, moyen terme, long terme? Il y a l'échelle aussi territoriale, donc de proximité finalement. Est-ce qu'on est proche, plus loin? Est-ce qu'on se place à un niveau local, régional, national, européen? Et le troisième élément, en fait, c'est l'échelle en fait, des besoins des citoyens. Il faut être à l'écoute de leurs besoins. Donc, par exemple, si mon Eurodistrict décide politiquement, ben, je te mets une école franco-allemande parce que moi, j'estime politiquement que c'est très important pour le bilinguisme, ben, le citoyen va dire, c'est pas ma priorité, moi, je veux un bus. Hein. Donc, en fait, on a toujours ces éléments-là et c'est extrêmement difficile à gérer. Philippe Voiry a aussi utilisé très souvent le terme de frontalier. Moi, je préfère parler des citoyens. Hein. Il ne faut pas mélanger les termes ou les vocabulaires avec les frontaliers, le travailleur ou les citoyens qui ne travaillent pas de l'autre côté, mais qui sont quand même mobiles, vont faire leurs courses, etc., voir leur logement, leur habitation. Hein, donc on est vraiment en proximité citoyenne frontalière, et je crois que ça forme plus ou moins un bassin de vie, qui est vrai, qui n'est pas figé géographiquement. Alors une autre approche aussi qu'il a citée, hein, on est en train de travailler dessus, justement dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle, comment définir cette proximité à une échelle juridique? Et en fait, on retombe toujours sur les GECT. Donc le GECT est une entité qui existe juridiquement et le GECT a un périmètre. Alors bien sûr, il faut faire très attention parce que nous, enfin, que ce soit Loïc ou moi, on n'est pas là pour créer une nouvelle barrière ou une nouvelle frontière. Au contraire, on est en interface. Hein, voilà. En même temps, dans tout le travail qu'on fait, et ce que je vais peut-être un peu vous exposer aujourd'hui avec quelques exemples, on n'est pas là pour définir des privilèges, en fait, pour les gens qui habitent proche des frontières. Ce n'est pas notre rôle non plus. On n'est pas là non plus pour définir un territoire particulier avec comment dire, des statuts très particuliers pour certaines personnes que les autres ne pourraient pas avoir parce qu'ils ne vivent pas en zone frontière. Donc c'est vraiment une définition d'un bassin de vie frontalier par rapport aux obstacles, aux besoins, aux distorsions qu'on a sur notre territoire, qui fait que là, ma foi, ben, il faut faire quelque chose. Il faut intervenir pour harmoniser, réguler, mutualiser, hein, on peut utiliser tous les vocabulaires que vous voulez, mais il faut que finalement le citoyen qui habite dans ce territoire-là soit un citoyen, effectivement, je ne vais pas dire normal, mais qu'il n'y ait pas trop de contraintes liées à la frontière d'État. Hein, les frontières d'État existent toujours, donc les législations sont différentes, et quand on légifère de manière différente sans se concerter, même s'il y a des traités, on a des problèmes à la frontière, hein, parce que là, on a des effets de distorsion qui existent dans la réalité, que ce soit en termes de santé, de mobilité, de fiscalité, etc., ou d'emploi. Donc ça, c'est un peu les éléments très compliqués. Et puis, puis un dernier élément, parce que bon, on a aussi une présentation de l'INSEE un peu plus tard. Je crois qu'un dernier élément qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi au niveau des débats qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a toujours dans ces bassins de vie la notion de flux ou de mobilité, quel qu'il soit. Hein, c'est en fait l'existence même de ces territoires frontaliers. Et on a vu avec la pandémie que, bah, avec les différentes mesures qui ont été prises à un moment donné, notamment sur la frontière franco-allemande,
qu'on a eu une entrave à la mobilité, ce qui fait que les flux ont été interrompus, ont été plus ou moins mis en difficulté, où les frontaliers, des fois, attendaient 3 4 heures avant de pouvoir passer la frontière. Ça, c'est une entrave, hein, voilà. Et on perd cet élément de mobilité, du coup, ben, on se rend compte que la frontière d'État existe, hein. Et ça, c'est important aussi dans notre travail, dans notre réflexion. Après, la notion de zone fonctionnelle. Effectivement, bassin de vie, zone fonctionnelle, c'est quoi une zone fonctionnelle? Quels sont les éléments importants qu'il faudrait avoir dans le cadre d'un bassin de vie, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on travaille. Je pense que la notion est importante et moi, je suis assez satisfait de cette comment dire, de cette intervention de Philippe Voiry, parce qu'il est quand même maintenant l'ambassadeur au ministère des Affaires étrangères, en fait, avec cette notion de veille sur l'ensemble des frontières, hein, externes de la France. Et je crois que c'est important pour nous, pour l'avenir. Alors, comment y arriver? Ça, c'est encore autre chose, hein. Alors, je prends l'exemple de notre Eurodistrict. On a, et Loïc a fait la même chose, hein, il va en parler après. On avait l'année dernière, dans le cadre de la pandémie, délibéré au mois de juin sur cette notion de statut particulier, que Philippe Boiry a aussi abordé, ou statut du citoyen, ou cette reconnaissance. On s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut la créer, cette reconnaissance d'un statut? Ben, on s'est dit par le biais d'une carte, sans aller plus loin. Ça ne peut pas être une carte d'identité, c'est une autre carte, c'est un document qui prouve finalement vous n'allez pas fournir toutes les attestations qu'on vous demande pour traverser la frontière, parce que vous êtes citoyen paménien, vous n'êtes ni français ni allemand, vous habitez ici, point barre, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut maintenant, je pense, continuer au niveau de la réflexion. Philippe Boiry est très optimiste, moi peut-être un peu moins, mais je reste optimiste quand même, mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Mais je laisserai plutôt à Loïc le fait de nous l'exposer. On a par contre fait à notre niveau, au niveau de l'Eurodistrict, toujours dans le cadre de la crise, parce que c'est vrai que Philippe Boiry a raison, ça a été révélateur d'un tas de choses, hein. Ça a quand même un peu boosté les échanges et la coopération qu'on peut avoir. Et on a réalisé pour notre prochaine séance plénière donc un petit tableau, en prenant toujours nos 3 territoires. Notre Eurodistrict, en fait, est composé de 3 territoires, 2 territoires allemands et un territoire français. Et donc j'ai 2 territoires allemands avec 2 Länder allemands. Donc les Länder allemands qui n'ont jamais pris les mesures communes. Donc en fait, nos frontaliers qui vont du territoire français vers les 2 territoires allemands ont toujours eu des dispositifs différents. Et moi, je me trouve dans cette confrontation quotidienne. Encore ce matin, on a eu plein de coups de fil, hein, et on a essayé de dresser un tableau de distorsion sur ces 3 territoires pour dire, voyez-vous, si on avait un statut reconnu quelque part d'un citoyen, entre guillemets, paménien, on éviterait toutes ces distorsions. Voilà. Bien sûr, sur le papier, c'est magnifique. Maintenant, le chantier est ouvert, hein, donc je pense qu'on sera soutenu au niveau de la réflexion. Mais ça, ce sont des choses qui sont relativement intéressantes et c'est vrai que c'est relativement nouveau pour nous. On a aussi développé, donc depuis pas mal d'années, les services publics transfrontaliers. Donc ça, au niveau des citoyens proches d'une frontière, il y a aussi une nécessité d'avoir ces services publics. Alors, je vais donner l'exemple sur la frontière franco-allemande. On a développé il y a 4 ou 5 ans ce qu'on appelle les SPT. Donc, en fait, les services de placement transfrontalier, ce sont des lieux géographiques implantés côté français, proche de la frontière, dans les services Pôle emploi, mais on retrouve les pôles emploi allemands, avec physiquement une personne ou 2 personnes présentes sur le sol français. Ou alors, du côté allemand, ça existe à Kehl, au niveau de Strasbourg-Kehl, on a effectivement un service qui est du côté allemand et on retrouve du personnel du Pôle emploi. Donc en fait, il y a cette mixité dans un même bâtiment qui permet d'accueillir aussi bien les Français que les Allemands qui cherchent du travail sur ce bassin de vie, en proximité, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors on peut imaginer aussi d'autres services publics, hein, par exemple au niveau de la santé, au niveau des transports, etc. On peut tout imaginer, hein. Maintenant, on va toujours se heurter à des obstacles administratifs, normatifs ou autres, ou législatifs, donc il faut bien savoir où on met les pieds, et on ne pourra pas tout régler. On a aussi créé sur notre territoire, ou dans l'ensemble de la vallée du Rhin supérieur, depuis une trentaine d'années, ce que nous appelons les infobestes. En fait, ce sont, si maintenant je reprends le rapport récent du Comité des régions sur les services publics transfrontaliers, c'est ce qu'ils appellent dans leur rapport les points contacts. Donc on a un point contact à la frontière, ça peut être une infobest, ça peut être Frontalier Grand Est, ça peut être une task force, ça peut être la MOSA, ça peut être plein de structures qui existent proches d'une frontière,
que font ces structures-là? Mais en fait, elles informent, elles conseillent, elles orientent les citoyens qui ont des problématiques transfrontalières, dans tous les domaines. J'ai acheté une voiture, j'ai pris un prêt, de l'autre côté, j'étais à l'hôpital, j'ai eu des soucis, là j'ai perdu mon travail, comment je fais, etc. Donc en fait, dans le quotidien du citoyen, on a mis en place ces structures pour les conseiller, les orienter. Ce ne sont pas des structures qui se substituent aux autorités, notamment de l'État, et aux démarches administratives qu'on doit faire. On n'est pas encore allé aussi loin, même s'il y a des projets qui sont en train d'émerger dans ce cadre-là, dans le rang supérieur. On peut toujours franchir une étape de plus, évidemment. Maintenant, nous, ce qu'on dit au bout de 30 ans d'expérience, on s'est rendu compte que même avec la dématérialisation, le digital qui prend le dessus, le citoyen a besoin d'un contact social. Donc, il a besoin de venir voir quelqu'un. En résumé, il faut qu'il aille voir quelqu'un à un guichet. Hein. Il a forcément envie de taper un, taper deux ou taper sur un ordinateur pour certaines choses. Je ne dirais pas pour tout. Donc, il y a des dossiers qui sont confidentiels, qui sont difficiles à traiter. Et là, il faut de l'humain. Hein. Ce n'est pas la machine qui va vous traiter le dossier. Donc tout ça, ça fait qu'on a cette différence, cette difficulté, d'autant plus que quand vous êtes en bassin de vie, c'est mon cas, transfrontalier, vous avez le problème de la langue, vous avez le problème des compétences différentes. Et tout ça, ça nécessite des efforts particuliers, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour y arriver, effectivement, pour moi, il faut cette reconnaissance des bassins de vie, hein, où je dis globalement, mais ça c'est une logique implacable, je veux dire, chaque citoyen à proximité a droit de l'accès au logement, à la formation, à l'emploi. En transfrontalier, il ne doit pas y avoir de barrières ou de freins ou d'obstacles majeurs à ce stade-là. C'est très facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, d'autant plus que si vous avez sur votre territoire une grande agglomération qui n'est pas forcément transfrontalière, qui est peut-être frontalière proche de la frontière, mais qui doit avoir un regard à 360 degrés. Et donc là aussi, c'est la grande complexité donc, fait, des services d'intérêt public ou des services qui fonctionnent sur un agglo et qui devraient ne pas s'arrêter à la frontière. J'ai vu que Jean-Baptiste Chibert était présent aussi, hein, donc l'agglomération, l'EMS, hein, l'Eurométropole de Strasbourg, c'est un cas très intéressant parce qu'on a le Rhin, le fleuve, qui forme frontière avec l'agglo côté allemand. Et je pense que là, en termes de transport public, on cite toujours le tram, le tram qui passe de Strasbourg à Kehl et qui aurait pu bénéficier de fameux outils ICBM, hein, parce qu'on a eu le problème du droit, finalement, d'utilisation pour construire ce genre d'infrastructure. Mais au final, le citoyen, ce n'est pas son problème. Le citoyen ne s'intéresse pas à comment fonctionne mon Eurodistrict. Le citoyen, ce qu'il veut, c'est un tram qui permet de l'amener de l'autre côté de la frontière pour faire ses courses, ou alors il veut un bus pour traverser la frontière, il veut être mobile. Donc en fait, il veut des services publics transfrontaliers ou qui marchent sur le bassin de vie. Hein, et notre devoir, finalement, c'est de pouvoir y répondre à un moment donné. Et là, vous avez affaire à un tas d'obstacles juridiques, législatifs, normatifs, hein, donc, et de rapprochement des partenariats qui ont les compétences. Et c'est un peu aussi, effectivement, l'enjeu aujourd'hui de nos GECT. Peut-être un dernier point, parce que Philippe Voiré en a parlé, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle, où maintenant, effectivement, il y a d'autres frontières franco-espagnoles ou franco-italiennes, éventuellement, il pourrait y avoir des traités spécifiques aussi. Mais le traité d'Aix-la-Chapelle, en fait, a été construit sur une notion qui est très simple et une logique qui est très simple quand vous lisez les différents articles. Le volet transfrontalier est construit intégralement sur la notion d'obstacle. Donc, en fait, il a été créé, signé pour réduire les obstacles à la frontière franco-allemande. Et pour ça, il propose différents outils. Il y a un outil qui est, je l'appelle ça le quatrième outil, qui est souvent oublié, mais que moi je sors à chaque fois et qui peut être tout à fait utilisé dans ce contexte-là, c'est l'outil de la compétence appropriée. Où j'ai pu démontrer, parce qu'il a été cité aussi au député Wasserman, quand il a fait son rapport pour le traité d'Aix-la-Chapelle, j'ai pu lui démontrer que la notion initiale dans le texte était transfert de compétences aux eurodistricts. Et moi, j'ai dit que si vous développez cette notion et si vous allez jusqu'au bout, vous allez voir que vous avez créé de nouvelles frontières autour de l'Eurodistrict et autour du GECT. Donc, ce n'est pas très bien. Pourquoi? Parce que vous avez sur toutes les frontières un différentiel de compétences. Donc, si vous transférez une compétence française à un GECT ou un Eurodistrict et vous transférez des compétences allemandes, vous ne pouvez rien faire avec.
parce qu'elles sont complètement différentes. Donc en fait, vous devez retravailler tout ça et redéfinir une nouvelle compétence qui, celle-là, elle est appropriée au bassin de vie transfrontalier. Et toute cette réflexion, à un moment donné, bon, il faut qu'elle se mette en place. Elle est extrêmement compliquée juridiquement, mais on a le traité, on a l'outil, on a les dispositifs, et d'autant plus que le traité d'Aix-la-Chapelle prévoit cette compétence appropriée pour la thématique de la santé. Donc c'est merveilleux pour la crise sanitaire. Hein, espérons quand même qu'on puisse l'utiliser un jour. Donc moi, peut-être pour conclure, hein, je veux dire, on a tous les éléments, on a tous les outils, on a les territoires frontaliers, transfrontaliers, certains sont structurés, d'autres un peu moins, d'autres sont plutôt en mode projet, d'autres sont créés de manière différente, mais on a tous cette proximité citoyenne et les citoyens qui habitent proche d'une frontière, qui reste une frontière d'État, on ne va pas les gommer non plus, mais où, en termes de mobilité, il faut que cette frontière d'État soit le plus invisible possible. C'est-à-dire, il ne faut pas plus qu'elle soit visible dans le quotidien du citoyen. Voilà, et c'est sur ce qu'on travaille, mais Loïc va peut-être vous présenter un peu plus aussi sur sa configuration, parce qu'il a un forum de citoyens, il a défini peut-être un peu plus cette notion de statut citoyen aussi, hein, et après, bon, on pourra avoir avec vous un peu des débats là-dessus. Voilà. Merci beaucoup et je te passe la parole, Loïc. Merci beaucoup, Patrice. Effectivement, concept extrêmement intéressant. Et j'ai envie déjà de peut-être reposer aussi la question, donc, notamment des bassins de vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien évidemment une étude qui provient de la DG Régio en disant que donc plus de 170 millions d'Européens et d'Européennes vivent comme nous dans un bassin de vie transfrontalier. Donc, c'est vraiment cette bande, cette zone transfrontalière au niveau européen. Donc, c'est important, ça veut dire qu'une personne sur trois vit donc les mêmes problématiques que l'on vient d'expliquer et ce que vient notamment d'expliquer Patrice. Je pense que ce qui est important dans cette notion de bassin de vie, et plus particulièrement notamment sur cette dimension que l'on a vue finalement monter en puissance dans le cadre de la Covid, c'est que finalement ce Covid a été un phénomène d'amplification de l'existence des bassins de vie. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, avec une fermeture d'une frontière abrupte, on s'est rendu compte finalement que on ne vivait pas forcément sur une bande de terre uniquement d'un côté ou de l'autre de la frontière. Donc, c'est-à-dire qu'on partageait des équipements et en tout cas des infrastructures avec d'autres pays que le nôtre. Et donc, c'est dans ce cadre-là notamment que, au niveau de la société civile de l'Eurométropole, qui est une émanation de différents conseils de développement, et donc les conseils de développement, ce sont effectivement les différentes forces vives du territoire, que ce soit du côté wallon, flamand, mais également français, ont mis en place finalement un questionnaire qui a été relayé un peu partout pour justement évoquer cette question de spécificité transfrontalière. Et donc, dans ce moment-ci, finalement, cette étude nous a démontré qu'il y avait en tout cas un véritable besoin des citoyens frontaliers d'avoir une reconnaissance de leur spécificité, c'est-à-dire de l'accessibilité aux territoires voisins de manière plus flexible que les mesures qui étaient mises en place. Et c'est vrai qu'au tout début de ce Covid, ça a été très compliqué pour certains citoyens de se voir donc complètement refuser le franchissement de frontières pour X raisons et pour des raisons qui étaient d'ordre sanitaire. Et donc, quand je dis que c'est un amplificateur, c'est évidemment une prise de conscience aussi pour les autorités publiques, puisqu'il a fallu attendre quand même quelques mois après le début du confinement pour voir notamment, du premier confinement, pour voir notamment de nouvelles mesures et la prise en compte finalement de ce qu'on appelle un frontalier. Alors, qu'est-ce qu'un frontalier? On pourrait aussi ergoter et on ne serait pas encore se mettre d'accord sur la définition d'un frontalier, mais néanmoins, en tout cas, sur la frontière franco-belge, on a vu dans les différentes attestations cette notion de frontalier avec son rayonnement dans un rayon de 30 km, pouvoir franchir la frontière. Pour ceux qui habitaient effectivement sur des zones terrestres complètement, c'était intéressant, mais pour ceux qui sont en bordure de littoral, il y avait toute une partie effectivement du rayon qui était, dans l'eau. Et donc cette dimension finalement de transfrontalier, pour moi, elle est vraiment liée finalement à cette notion de vie quotidienne. Et c'est vrai que ici, je voulais faire un peu un focus sur cette dimension plutôt de la société civile, qui est pour moi extrêmement importante, puisqu'elle a été aussi le révélateur et le catalyseur finalement de cette dimension de bassin de vie transfrontalier. Mais si on s'en tient un peu à cette notion de bassin de vie d'emploi,
on se rend compte aussi que cette vie au travers de l'emploi ne peut pas être finalement complètement dissociée ou cloisonnée du reste finalement de la vie d'un transfrontalier. Je m'explique. Moi, actuellement, si je veux, par exemple, aller travailler à Lille, donc je fais mon tournée Lille, je dois faire attention, à savoir si du côté lillois, il n'y a pas eu un arrêté préfectoral sur la dimension de pollution. Et donc, à ce moment-là, apposer ma vignette critère et faire jouer effectivement ma vignette critère. Et ensuite, après, bien évidemment, c'est un impact sur la mobilité puisque vous avez la mise en place de zones de circulation différenciées en cas de pic de pollution, etc., etc. Ce que je vais vous montrer par là, c'est qu'on ne peut pas cloisonner finalement. On ne peut pas se dire qu'il y a uniquement un bassin d'emploi, un bassin de mobilité, c'est un bassin de vie au sens général du terme. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Patrice le disait, c'est une fonction beaucoup plus large pour des frontaliers, pour des citoyens qui sont sur cette zone et qui doivent pouvoir accéder à toute une série de services et d'infrastructures. Et je trouve que cet exemple finalement d'information vers le citoyen et donc de cette information dans ce bassin de vie est absolument une des premières clés de la solution par rapport à cette notion de bassin de vie transfrontalier. Je vais vous donner un autre exemple, mais avec l'Eurométropole et notamment avec des partenaires tels que la région de France et d'autres services publics de l'emploi, nous avons travaillé et nous sommes en train de travailler sur la dimension, sur la question du statut des demandeurs d'emploi. Actuellement, le statut de demandeur d'emploi n'est pas quelque chose de reconnu dans notre bassin de vie transfrontalier, puisque, par exemple, un demandeur d'emploi belge ne peut pas suivre une formation du côté français et inversement, pour des questions d'ordre juridique, de sécurité sociale, mais également de défraiement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons déposé un projet dans le cadre de l'appel B-Solutions. Mais c'est extrêmement intéressant de voir aussi qu'on parle effectivement de bassin de vie et d'accessibilité, de franchissement de frontières dans le cadre de cette Europe, peut-être un peu bafouée par les règles Covid qui sont tout à fait légitimes au regard des aspects sanitaires, mais quid finalement aussi de l'opportunité de pouvoir rapprocher les différents centres de formation dans ce bassin de vie. Je prends la dimension bassin de centres de formation, mais je pourrais prendre tout simplement aussi la dimension des incubateurs en termes de nouvelles technologies qui, sur un territoire comme l'Eurométropole, vous avez effectivement de très gros incubateurs en matière de nouvelles technologies pour lesquels les entreprises, les startups ont du mal à passer la frontière pour des raisons administratives et pour des raisons aussi tout à fait d'ordre de mobilité. Et donc, c'est là aussi cette dimension finalement de bassin de vie prend tout son sens et doit être appréhendée, à mon avis, au regard de notre expérience, de façon plutôt multisectorielle et beaucoup plus systémique que l'on veut en tout cas l'entendre. Donc, je me réjouis effectivement de cette dimension, de cette notion de convention de bassin de vie, parce que ça nous permet de porter un regard beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé justement sur cet effet frontière. Je pense aussi qu'à un certain moment, cette notion de bassin de vie, elle doit aussi se traduire, elle doit aussi se voir au travers de ce qu'on appelle la gouvernance. Et donc, on abordera ça dans le troisième volet de notre comment dire, webinaire, mais cette dimension de gouvernance multiniveau est tout à fait indispensable, puisqu'à un certain moment, il ne s'agit pas de mettre l'un à la suite de l'autre des mesures prises à la fois en France, en Belgique. Il s'agit directement de prendre une paire de lunettes, qui soit une paire de lunettes bassin de vie transfrontalier, et de décider ensemble de mesures qui peuvent aussi bien aller en France et en Belgique et pas forcément imposer le droit à l'autre. Et donc, c'est cette dimension-là aussi, a priori, qui est pour moi intéressante et qui est en tout cas pour moi intéressante à expérimenter dans le cadre justement de cette opportunité que peuvent représenter la dimension des bassins de vie. Autre exemple aussi que nous, on expérimente au niveau de l'Eurométropole, c'est bien évidemment, et c'est pour rebondir un peu sur le concept d'isochrone de Philippe Voiry, c'est cette dimension finalement liée aussi, au-delà des flux en matière de mobilité, c'est toute la gestion du réseau hydrographique. Pour notre cas, au niveau de l'Eurométropole, nous avons donc un territoire de près de 5400 kilomètres de voies navigables et non navigables. Et bien évidemment, l'objet que représente Kielo est un bien commun sur lequel il faut qu'on puisse légiférer ensemble, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les ressources en eau. Et donc, je parle bien évidemment des nappes phréatiques, ou tout simplement aussi de la dimension plutôt relative à la mobilité douce, sur la question des pistes cyclables, ou encore aussi, bien évidemment, sur les dimensions de pollution, puisque une pollution comment dire, recensée à tourner
peut-être aussi une pollution recensée plus au nord de notre territoire, c'est-à-dire en Flandre, mais également au sud de notre territoire et donc en France. Et donc, on a besoin de cette notion finalement de bassin de vie au quotidien aussi pour gérer des choses qui sont de l'ordre plutôt de la crise, de la gestion de crise. Et c'est bien dans ce sens-là aussi que les bassins de vie peuvent nous amener à mieux co-construire nos territoires. Et donc, je parle finalement de ce qu'on appelle ce réflexe transfrontalier. Et finalement, ce grand écart entre le niveau local, l'hyperproximité, l'hyperquotidienneté que nous a révélé finalement la Covid. Et on n'a pas attendu la Covid pour que ça se révèle à nous, mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui a dépassé finalement les institutions que nous représentons. Mais il y a aussi tout simplement le lien entre l'hyperproximité et finalement aussi la gestion plutôt macro-régionale. Et c'est vrai que ça fait un peu un lien avec une remarque qui était dans le chat, de faire le grand écart entre hyperproximité et macro-régionale. Si j'aborde la question notamment des demandeurs d'emploi et des formations, bien évidemment, c'est de l'hyperproximité, mais bien évidemment que les flux de travailleurs vont au-delà des territoires. Et comme l'a bien dit Patrice, le but du jeu des GECT n'est pas de mettre des frontières dans la frontière, mais de travailler de manière beaucoup plus décloisonnée. Et donc, dans cette notion aussi de grand écart entre la dimension hyperproximité et macro, c'est finalement trouver des antidotes. Et ces antidotes, c'est quoi? Ces solutions, c'est quoi? C'est notamment une information vers le citoyen. Développer un bassin de vie nécessite aussi une accessibilité à l'information sur ce bassin de vie. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple où je fais un tournée Lille. Et donc, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que quand je prends ma voiture, je sache s'il y a un pic de pollution du côté français et si je dois effectivement trouver un autre trajet pour arriver à mon point de chute et aller travailler effectivement de l'autre côté de la frontière. Ça, ce sont vraiment des informations qui sont importantes, en tout cas, à travailler. Et c'est ce qu'on a expérimenté, notamment durant cette crise qui est la Covid, et ce qu'on expérimente toujours au travers de tableaux comparatifs que j'ai déjà pu expliquer précédemment. Nous, on a trouvé aussi d'autres aspects, c'est qu'on va relancer tout simplement ce qu'on appelle des émissions transfrontalières. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table les télévisions régionales et avec la télévision flamande, la télévision française, la télévision wallonne, nous allons créer des séquences citoyennes sur des thématiques pour mieux informer le citoyen. Parce qu'on a beau, nous, être totalement, experts et concernés et conscients des difficultés, il faut savoir que les citoyens nous appellent, et Patrice en est aussi le principal témoin, mais nous appellent encore régulièrement pour savoir qu'est-ce qu'il faut remplir dans cette non-attestation pour passer la frontière, etc. Mais c'est bien, ça va même au-delà de l'attestation. Ça va aussi, est-ce que je peux tout simplement aller me soigner de l'autre côté de la frontière? Est-ce que je peux aussi aller travailler? Quels sont mes droits aussi en tant que frontalier, etc. Et donc tout ça, ce sont des informations pour lesquelles il faut utiliser en tout cas les médias et les réseaux sociaux tout simplement pour mieux diffuser cette information. Parce que très clairement, on se rend compte dans cette période-ci que l'information n'est pas toujours la plus, la plus claire possible. Et donc, c'est aussi le rôle, en tout cas, des GCT avec bien évidemment les partenaires de nos structures sur lesquelles on peut travailler cette dimension-là. Autre aspect aussi, c'est tout simplement, et Patrice a mis le doigt dessus, un bassin de vie, c'est quelque chose qui vit, ça ne vous a pas échappé. Et qu'est-ce qui fait vivre aussi cela? C'est la rencontre entre les hommes et les femmes qui construisent ce territoire. Et donc, ces rencontres, nous, de ce qu'on a institué au niveau de l'Eurométropole, ces rencontres de proximité, c'est-à-dire faire rencontrer des maires et des bourgmestres de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire confronter les visions du monde, essayer de co-construire en amont le territoire, c'est-à-dire a priori, non pas a posteriori, quand le coup est parti, quand on est effectivement en train de devoir gérer une crise, c'est aussi important. Et donc là, ça passe aussi par cette notion de bassin de vie qui doit, à mon avis, de plus en plus intégrer aussi les différents textes législatifs, en tout cas les différents appels de l'État sur notamment tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Je sais effectivement qu'actuellement, dans le cadre de la loi l'homme, il y a une possibilité de créer aussi des bassins de mobilité. Ces bassins de mobilité doivent aussi intégrer la dimension transfrontalière, en tout cas dans notre circonscription, qui est celle de l'Eurométropole. Et donc, toutes ces rencontres de proximité doivent à un certain moment nous faire monter en qualité aussi mieux, en tout cas, faire prendre conscience aux décideurs sur ces enjeux frontaliers. Parce qu'au-delà de ces enjeux, effectivement, de bassin de vie, il y a bien évidemment les utilisateurs finaux de ces territoires que sont les citoyens. Et eux, globalement, ils prennent leur voiture, ils passent la frontière, ils ne se posent pas toutes les questions d'ordre administratif que nous, on se passe. Et donc ça, on doit absolument pouvoir essayer d'éviter et en tout cas d'atténuer un maximum cet effet frontière.
Et je conclurai par une dimension aussi qui, moi, me semble tout à fait importante, c'est de pouvoir, en tout cas au travers notamment de ces différents bassins de vie, de pouvoir faire participer la population et en tout cas de pouvoir travailler véritablement ce qu'on appelle l'éducation permanente. Nous aussi, sur cette dimension-là, avec l'Eurométropole, nous avons commencé à travailler aussi toute la dimension plutôt qui concerne l'enseignement primaire et secondaire sur justement cette appropriation de bassin de vie. Parce que l'appropriation du bassin de vie, elle ne se fait pas de but en blanc. Elle ne se fait pas, c'est pas parce qu'on dit qu'on est dans un bassin de vie transfrontalier que tout le monde va se sentir dans un bassin de vie transfrontalier. Et donc, il faut absolument travailler véritablement au niveau des différents corpus de l'enseignement. Et donc, il faut aussi que dès le plus jeune âge, les citoyens de ces bassins de vie, les jeunes citoyens de ce bassin de vie soient tout à fait conscients aussi dans l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Et donc, ça passe effectivement par des sensibilisations sur le terrain, des balades autour notamment d'une boucle cyclable franco-belge. Ça passe au travers notamment de l'apprentissage de la langue de l'autre. Ça passe au travers aussi tout simplement de séries de mini formation sur qu'est-ce que notre territoire. Et je pense qu'aussi, ça fait partie de cette notion de bassin de vie, au-delà de la dimension législative qui est aussi importante pour la construction de notre territoire. Et ça, je voudrais aussi insister parce que ça peut paraître basique ce que je dis, mais véritablement, cette dimension d'éducation et de sensibilisation des plus jeunes publics est aussi pour moi un enjeu fondamental de nos territoires transfrontaliers. Merci beaucoup pour ce premier tour de table entre nos co-animateurs, donc après l'intervention de Philippe Voiry. Moi, avant de vous passer la parole, Jean Perroni souhaite également prendre juste la parole quelques minutes pour resituer donc, les débats. Donc effectivement, je vous rappelle simplement pour resituer un petit peu tout ce qu'on se dit, parce qu'il y a beaucoup d'idées extrêmement riches et intéressantes. Rappelez-vous qu'on est là pour parler de cette notion de statut transfrontalier à travers justement soit les conventions de bassin de vie, soit d'autres types d'éléments et de critères qui permettent en fait de parler de bassin de vie transfrontalier. Et donc, ce qui devrait permettre à terme, et on l'espère, hein, nous, ce groupe de travail, on espère de tout cœur pouvoir un petit peu en tirer notamment des propositions, pourquoi pas aller plus loin dans les futurs projets ou propositions de loi, pouvoir porter des idées très concrètes sur ces notions-là qu'on est en train de voir ensemble. Donc justement, un bassin de vie transfrontalier comme élément de définition du statut transfrontalier. Et moi, je passe la parole à Jean Perroni qui souhaitait prendre la parole. Et ensuite, Jean-Baptiste, si tu souhaites prendre la parole. Madame Merchès de Robé, hein, n'hésitez pas. Hein, je passe simplement d'abord la parole à Jean Perroni et ensuite à toutes vos questions. Okay, bonjour à toutes et tous. Je pensais parler à la fin, mais je vais parler maintenant 1 minute. Hein. Non, juste d'abord saluer la convergence très fascinante hein, entre ce que dit un ambassadeur français et puis ce que vous dites dans les territoires transfrontaliers. Après, si on veut réaliser ça, il ne faut pas négliger les difficultés. On voit bien quand même hein, que dans l'approche, je dirais, politique, hein, au sens où Philippe a évoqué, il est parti par le rapport Wasserman, l'intercommunalité transfrontalière avec l'élection des élus. Il faut sûrement imaginer des systèmes comme ça, mais je pense que si on rentre d'emblée dans une notion de citoyen en termes juridiques, on va de fait recréer des frontières et simplement on n'y arrivera pas. Donc, en plus de ça, je pense que le modèle, je dirais, Eurodistrict, il ne marche pas sur toutes les frontières. Enfin, on peut le voir comme un idéal, hein, mais d'abord, il y a des frontières qui ne sont pas du tout dotées de structures de coopération. Ensuite, il y a des frontières où il y a moins de flux, ou des flux de nature différente, plus locales, et où, à mon avis, c'est quand même difficile à concrétiser. Alors, il y a d'autres modèles, et justement, il faut voir qu'est-ce qu'on prend comme modèle et comment on converge. Il y a un autre modèle très différent qu'il ne faut pas négliger, à mon avis, en ce moment, qui est un modèle européen, libre circulation. La Commission est en train d'élaborer un Green Pass qui est plutôt conçu dans une logique marché, libérale, pour que les touristes puissent revenir dans les pays, etc. On peut très bien imaginer, si ce support voit le jour, qu'on le nourrisse pour les habitants des bandes frontalières. Et là, je suis prudent, hein, je ne parle pas de citoyens et de territoire transfrontalier, je parle d'une notion plus fonctionnelle. Il ne faut pas négliger cette approche-là. Alors, en même temps, si on veut pousser nos billes dans le débat,
il ne faut pas négliger la difficulté. Je veux dire, entre apparaître comme voulant redessiner des territoires et recréer des frontières façon Europe des régions, c'est un petit peu risqué. À l'inverse, si on apparaît uniquement dans un registre marchand, ça me paraît aussi pas très porteur. Je pense que l'axe, le vecteur service public est totalement indiqué. Les services publics, c'est ce qui est censé répondre aux besoins des gens dans les territoires, frontières ou pas. Eh bien, jouons notre carte de service public transfrontalier. Je pense que c'est compris le comité des régions qui met extrêmement en avant cette thématique. Je pense qu'elle rejoint du côté français la thématique service public, France Service, etc. Donc c'est cet axe-là qu'il faut, à mon avis, travailler. C'est ce que je voulais dire à ce stade. Après, il sera intéressant d'entendre effectivement l'INSEE nous dire comment on peut caractériser des bassins de vie, des espaces fonctionnels, justement, ils nous le diront. Mais en tout cas, prenons le bon axe politique. Et donc la citoyenneté, nous, on est pour la citoyenneté transfrontalière, c'est le thème de l'alliance qu'on constitue au niveau européen, mais il faut la prendre comme quelque chose de mobilisateur, mais il ne faut pas la prendre dans un sens trop étroitement juridique. Aujourd'hui, la citoyenneté, elle est nationale, elle est aussi européenne, mais la citoyenneté européenne a été trahie par les fermetures de frontières. La citoyenneté transfrontalière, c'est un slogan mobilisateur, mais n'entrons pas trop par ce juridisme de carte d'identité. Je crois que ça serait imprudent. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions à la suite j'ai envie de vous dire, à la suite de toutes ces billes qu'on a lancées, quelqu'un qui souhaite prendre la parole par rapport au chat aussi? Je regarde Monsieur Moine, Madame Merchez, Jean-Baptiste Chibert, si quelqu'un souhaite prendre la parole. Donc, j'ai été assez marquée par ce qui se passe à la frontière franco-allemande avec les services publics de l'emploi qui travaillent à l'intérieur d'autres services, donc de l'autre frontière. Je trouve que c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce que pour avoir beaucoup travaillé avec Pôle emploi et puis donc les services belges comme le VDAB ou le Forum, je me suis rendu compte que travailler ensemble, ça pouvait apporter beaucoup de progrès. Par exemple, si on peut penser à la validation des acquis, pouvoir bénéficier des trois versants, c'était quand même quelque chose de tout à fait positif, qui faisait vraiment progresser cet instrument. C'était également vrai, par exemple, pour tout ce qui pouvait se passer en réflexion sur l'apprentissage. L'apprentissage qui est particulier, qui n'est pas tout à fait de la même manière en France et en Belgique, mais qui, en travaillant ensemble, pouvaient tout à fait progresser dans l'intérêt de nos apprentis. Enfin, vraiment, cette collaboration entre services publics de l'emploi et aussi tout ce qui pouvait être réfléchi au niveau juridique pour faciliter la vie donc de chaque habitant de nos frontières était vraiment positif. Donc c'est ce que je voulais avant tout souligner et dire que ce sont des travaux qui doivent absolument se poursuivre. Et peut-être aussi amener les partenaires sociaux à retrouver la place qu'ils ont eue antérieurement. Nous avions travaillé donc dans tout à fait dans l'euroservice de l'emploi et on nous a quand même un petit peu écartés parce que nous pouvions tout à fait aider les frontaliers à trouver des facilités dans le cadre des difficultés de coordination de législation. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, Monsieur Moine, allez-y.
Alors, du coup, je suis Alexandre Moine, je suis président du Forum transfrontalier, qui est une association suisse qui promeut la coopération transfrontalière, et je suis par ailleurs professeur des universités à l'Université de Franche-Comté. Je travaille sur les effets frontières. Ma question était celle de l'adéquation de ce regard qui n'est pas nouveau sur la question des bassins de vie transfrontaliers, mais qui, en effet, est mis en évidence ici, et c'est très bien, son adéquation avec le nouveau programme de coopération Interrexis qui privilégie plutôt des visions macro. Alors, je suis par ailleurs conseiller Césaire dans la région Bourgogne-Franche-Comté sur ces questions liées aux frontières. Et nous avons fait remonter un certain nombre d'avis concernant cette future programmation Interrexis. Et il me semble que tout ce que l'on discute ici trouve peu d'écho, en fait, en termes de justification possible de certaines actions proposées dans le cadre de ces programmes Interrexis. Et par ailleurs, question qui est liée, celle de stratégie, je parle de l'arc jurassien particulièrement, de stratégie à l'échelle de l'arc jurassien qui sont développées par la CTJ, notamment, enfin arcjurassien.org maintenant, mais qui ne trouvent pas d'écho en termes de stratégie dans les aires de coopération qui dessinent des bassins de vie transfrontaliers. Donc, il me semble qu'il y a à l'heure actuelle une sorte d'impensé dans la relation entre le macro et ce micro qui est mis en avant. Voilà, c'est un avis, j'espère avoir été clair. Je t'en prie, Patrice, oui. Oui, M. Wann, bonjour. Donc, moi aussi, je suis conseiller au Césaire Grand Est, je suis rapporteur de la coopération transfrontalière. On a également traité ce sujet-là à notre niveau. Votre question sur Interreg, en fait. Nous, on travaille aussi sur Interreg depuis longtemps. Les futurs Interreg6, en fait, devront obligatoirement comporter un volet sur les citoyens. Donc, en fait, le macro est toujours là, c'est évident, parce que les espaces sont grands, mais il faut obligatoirement intégrer un volet sur les citoyens. Donc, cette notion de proximité devrait être intégrée, en fait, dans tous les programmes Interreg6, ce qui sera d'ailleurs, ils ne sont pas encore sortis officiellement, mais ce qui sera noté dans le futur règlement CTE, qui va être publié peut-être en juin-juillet. Donc ça, c'est une approche très intéressante pour les territoires et les bassins de vie, et notamment aussi pour nous, les GECT ou le zéro district. Il y aura cette reconnaissance-là normalement, même si c'est extrêmement difficile. Nous, on l'a essayé, Loïc a encore beaucoup plus de mal que nous. Notre GECT, notre Eurodistrict, est membre du comité de suivi et du groupe de travail Interreg. Mais malgré ça, on n'arrive pas à convaincre l'autorité de programme d'intégrer la société civile. Malheureusement, même chez nous. Pourtant, c'est quasiment une obligation pour le futur Interreg6. Donc, à voir comment les autorités de programme ou les différentes autorités vont intégrer cette société civile. On n'en sait rien aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement des choses qui vont évoluer pour nous, je dirais, de manière pour le citoyen plutôt positive, et ce qui nous permettra aussi de financer tous les projets de proximité transfrontaliers. Donc il y aura effectivement de l'argent du FEDER Interreg à disposition pour ça. Et nous, au niveau des GECT, par exemple, ou de toute autre entité transfrontalière, on peut être porteur de ces projets-là. Voilà. Pour l'arc jurassien, je n'y connais pas grand-chose, donc je laisserai à Aurélien ou à Jean, les grands connaisseurs, la réponse. Jean, je t'en Oui, prie. très, très rapidement, je confirme totalement, bien sûr, ce qu'a dit Patrice. Les règlements sont beaucoup plus que dans la période précédente favorables à des approches territoriales, citoyennes, en termes de gouvernance et de résolution d'obstacles. Après, évidemment, ce qui compte, c'est comment les programmes sont rédigés. Et là, si ça se passe mal avec les autorités de gestion, les secrétariats, c'est pas normal. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que vous avez des alliés à la DG Régio. Maintenant, c'est pas eux qui écrivent les programmes. Donc, si vous avez des soucis, révoltez-vous et faites-nous part de vos difficultés parce que c'est pas normal. Mais voilà, les choses sont. Je pense que les choses progressent dans le bon sens. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, même si bon, on est un petit peu en avance dans le temps de 4 minutes, c'est pas très grave. Vous savez, on a tout notre temps pour pouvoir échanger sur toutes ces questions. On peut poursuivre aussi avec donc l'intervention de Monsieur Lévy de l'INSEE.
Au rappel, donc je partage juste 10 secondes le programme du jour pour que vous vous souveniez un petit peu de la suite de ces échanges. Voilà, donc on a une intervention de Monsieur David Lévy, qui est référent scientifique au département de l'action régionale à l'INSEE, qui va nous parler de la question des aires fonctionnelles d'un point de vue donc de ces critères et de ces zonages d'études européens et qu'il décline à l'INSEE justement en France. Donc il a une intervention assez riche pour nous aujourd'hui. Donc on va écouter un petit peu ces éléments de définition et de tentative donc d'élaboration d'aires fonctionnelles sur nos territoires. Monsieur Lévy, je vous passe la parole. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous laisser partager votre PowerPoint. Ok. Très bien, bonjour à tous. Donc, je vais faire une présentation sur les zonages d'études de l'INSEE. Alors, je vais partager mon écran déjà. Ça marche pas trop. Alors. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Oui, très bien. Ah, parfait. Chaque fois, commencer. Voilà, donc une présentation sur les zonages d'études en ciblant quelques zonages qui ont une dimension européenne. Donc, on va voir. Voilà. Donc, un petit rappel sur pourquoi on fait ces zonages d'études et ensuite définir la ville, donc il y a une problématique européenne importante, et puis le fonctionnement de la ville, ce qu'on appelle les zonages fonctionnels ou la ville fonctionnelle, c'est une problématique également européenne extrêmement importante. Et puis, je finirai par quelques mots sur les bassins de vie tels que nous les construisons en France, sachant que là, il s'agit d'un zonage typiquement français, on n'a pas d'équivalent à l'échelon européen. Alors, d'abord, pourquoi on fait des zonages? On fait des zonages parce que les découpages administratifs ne sont pas toujours convaincants pour analyser les phénomènes à l'œuvre dans les territoires. Néanmoins, les découpages administratifs, ils sont mobilisés parce que c'est souvent connu du public. Ils forment une partition du territoire. Si on prend les départements, les NUTS 3, les LAU au niveau européen, ça correspond à nos communes en France. Et il y a quelques difficultés à l'utilisation de ces zonages. Donc, il peut y avoir quelques changements. Alors, par exemple, on a changé de région en France, ça fait un gros changement. Au niveau européen, on se rend compte que la maille géographique des différents niveaux est très hétérogène. Si on prend le niveau LAU qui correspond en France à nos communes, dans certains pays comme l'Angleterre, la taille des LAU correspond plutôt à nos départements, voire un peu plus. Parce qu'ils ont pris une maille, ils avaient choisi une maille un peu plus agrégée. Et pour différents zonages, on a ces difficultés, ce qui fait que les comparaisons européennes pâtissent de ces difficultés-là de maille géographique, administrative. Alors, on fait des zonages d'études parce que ça permet de représenter des phénomènes de manière un peu plus importante, peut-être. Par exemple, ici, si je prends le taux de pauvreté, donc la part de personnes qui vivent dans un ménage pauvre, donc en France autour de 14%. Si je fais à gauche une représentation départementale, donc au niveau de chaque département, le message, c'est de dire il y a le nord et le sud qui s'opposent au reste du territoire. Le nord et le sud, des départements très, très rouges, qui sont marquants sur la carte du moins, et le reste est assez clair, donc un taux de pauvreté plus faible, avec quelques exceptions alors au milieu, mais ça concerne très peu de ménages, enfin très peu d'individus, et puis la Corse et les DOM, certains DOM qui connaissent des taux de pauvreté aussi importants. Si je passe à un niveau un peu plus fin, qui est par exemple les EPCI,
Alors, le message nord-sud, il est un peu atténué. Enfin, on voit qu'il y a des poches rouges au sud. Au nord, il y en a un petit peu aussi, mais il y en a un peu sur toute la diagonale, en fait, qui va de Bordeaux jusqu'au Grand Est, jusqu'au Nord-Est. Et là, le message serait peut-être plutôt un effet grand EPCI. J'ai l'impression que c'est dans les grands EPCI qu'on a des taux de pauvreté importants, mais ce n'est pas vrai partout, puisque à Lyon, par exemple, c'est assez faible. Rennes, Nantes, enfin, tout l'Ouest, on a des taux très faibles. Donc là encore, c'est un zonage administratif qui permet de restituer de l'information, mais qui ne permet pas d'expliquer le phénomène de la pauvreté. On verra un autre zonage qui permet de mieux l'expliquer tout à l'heure. Alors, les zonages d'études, ils répondent à une problématique très précise. Lorsqu'on on veut analyser le marché du travail, on a créé des zones d'emploi. Les zones d'emploi sont faites pour analyser et produire des taux de chômage. Donc, tous les zonages d'études, ils ont une définition, enfin, un but extrêmement précis. Il faut bien avoir ça en tête parce que souvent, on les utilise à d'autres fins. Parce que c'est un maillage qui peut être intéressant pour produire d'autres types d'informations. Alors, on a les zonages d'études qui forment une partition du territoire, comme par exemple les zones d'emploi, bassins de vie, et puis ceux qui décrivent un fonctionnement, alors soit de la ville et son fonctionnement. Donc, c'est les unités urbaines, aires d'attraction des villes, où là, ce n'est pas une partition du territoire parce que toutes les parties du territoire, justement, ne sont pas concernées par l'attraction d'une ville. Alors, un petit mot sur les zones d'emploi. Juste pour dire que ça existe, c'est un zonage qui est utilisé surtout pour la diffusion du taux de chômage localisé. Donc, c'est le niveau le plus fin en France qu'on a de restitution du taux de chômage au sens BIT. Une déclinaison du taux de chômage BIT produit au niveau national par l'enquête emploi. Donc, c'est un niveau extrêmement précieux pour l'analyse et le suivi d'évolution de politique de l'emploi. Alors, c'est un zonage qui est intéressant aujourd'hui parce qu'il a une dimension européenne dans la mesure où il repose sur une méthode qui a été harmonisée au niveau européen. Donc, un groupe de travail, une quinzaine de pays s'est réuni et donc on a mis au point une méthode, on s'est mis d'accord sur une façon de construire les zones d'emploi. Et la plupart des pays qui refondent leur zone d'emploi utilisent cette nouvelle méthode. Les premiers, ça a été la Suisse, ils sont souvent associés à ces travaux européens. L'Angleterre aussi, l'Italie c'était peut-être les premiers, sont à l'origine de cette méthode. Et puis la France, tout récemment, on a produit ces nouvelles zones d'emploi sur un concept européen. Et alors aujourd'hui, ce sont des zones qui sont nationales. Et l'objectif, c'est de créer des zones d'emploi européennes, donc avec des zones qui traversent les frontières. Ouais, excuse-moi de te déranger. Viviane, comment vas-tu? Très bien. Je dois m'arrêter? Allez-y, non, j'ai géré, vous inquiétez pas, je vous écoute. Voilà, donc c'est un zonage qui est européen aujourd'hui dans sa méthode et demain, il sera européen dans sa mise en œuvre avec des zones d'emploi européennes. Et donc, une zone d'emploi européenne, il y aura deux conséquences. D'abord, des zones d'emploi de taille comparable entre les pays et puis des zones d'emploi qui vont s'affranchir des frontières. Et donc, ça a un impact très, très important alors en France, mais il y a d'autres pays aussi très concernés par ces flux frontaliers. Dans la construction de ces zones d'emploi qu'on vient de faire donc à l'INSEE en France, on a pris en compte les travailleurs frontaliers, les Français qui vont travailler de l'autre côté de la frontière pour créer ces zones d'emploi. Donc, on a préparé le terrain déjà pour les futures zones d'emploi transfrontalières qui seront créées à partir de nos zones actuelles. Et puis, le bassin de vie, mais j'en reparler un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est voilà, une carte des taux de chômage, comment on utilise les taux de chômage sur les zones d'emploi. Voilà. Mais je vais passer pour arriver à des zonages qui vous préoccupent peut-être un peu plus. Alors, un premier zonage européen qui vise à définir la ville. Alors, pour définir la ville, on distingue deux types d'approches. Une approche plutôt physique, morphologique,
morphologique, c'est le territoire tel qu'on le voit. C'est comme l'idée de prendre une photo depuis un satellite et puis d'essayer de décrire statistiquement ce qu'on voit à travers cet objectif. Donc pendant longtemps, c'était les unités urbaines en France. Aujourd'hui, on a une méthode européenne qui se décline à travers la grille de densité. Puis, l'autre type de zonage, c'est fonctionnel, donc les relations entre les territoires, avec notre nouveau zonage en aire d'attraction des villes. Alors, l'approche morphologique pour décrire la ville, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'idée d'avoir une approche qui correspond à ce qu'on voit, ce que l'œil humain voit. Donc, par exemple, là, à gauche, on a un espace très dense, tout est rempli. Alors, il y a quelques taches vertes, mais tout est bien rempli, concentré. Là, on a envie de dire que c'est de l'urbain, que c'est la ville. À l'inverse, à droite, on a quelque chose d'un peu plus espacé. Alors, quelques bâtiments regroupés, mais sinon beaucoup d'espace autour de ces bâtiments. Et là, on a envie de dire que c'est du rural. Donc, c'est sur ce type de notion qu'on a construit des zonages qui prennent en compte cette morphologie. Alors, pour s'affranchir des problèmes de limites administratives dont j'ai parlé au début, cette méthode a été appliquée sur une grille carroyée, sur des carreaux d'1 km². Donc, il y a une grille européenne. Donc, imaginez tout le territoire européen et on plaque une grille d'1 km avec des carreaux d'1 km². Et à l'intérieur de ces carreaux, on va analyser la dispersion de la population. Vérifier si la population est très concentrée, dispersée, et s'il y a beaucoup d'habitants ou pas. Donc, la dispersion et les volumes. Et tout ça va nous amener à construire ce qu'on a appelé la grille de densité. Donc, on part bien de carreaux d'1 km² et il y a plusieurs niveaux de dispersion, de concentration de la population dans ces carreaux qui vont nous amener à définir 3 niveaux au niveau européen. Des carreaux très denses, densité intermédiaire et peu dense. Et ce qui a permis ensuite au niveau européen toujours de définir les cities qui correspondent aux niveaux les plus denses. Donc en rouge sur cette carte, vous avez ce qui va définir les cities. Alors les cities sont des regroupements en France de communes très denses. Et voilà, donc c'est un zonage qui est intéressant, parce qu'il est au niveau européen. Donc là, on n'a pas de problème de frontières. On s'affranchit de tout ça puisqu'on est sur une grille de carreaux d'1 km². En France, on a décliné cette méthode en créant une grille à 4 niveaux. Alors, c'est le niveau 3 peu dense qui regroupait énormément de communes, 90% des communes, et donc on a fait 2 niveaux, on l'a réparti en 2. Mais ça reste un zonage qui s'emboîte parfaitement dans les nomenclatures européennes. Donc, on a 4 niveaux en France. Les 2 premiers définissent ce qu'on appelle l'urbain et les 2 suivants définissent le rural. Et donc, c'est avec ces niveaux-là qu'on va définir la ville. Au niveau européen, il y a un projet de passer à une grille à 7 niveaux, ce qui permettra de décrire plus finement le territoire. Donc, on aura les cities au niveau 1 et puis ensuite, on aura des niveaux d'urbain un peu plus détaillés, et dans le rural, on fera apparaître une classe qu'on va appeler les villages, et puis des niveaux un peu plus dispersés. Cette grille devrait être produite en France pour la rentrée 2021. Alors, à côté de ce zonage-là, on a un zonage plus fonctionnel, donc c'est comment fonctionne la ville, et notamment son aire d'attraction. Donc là aussi, c'est un zonage fonctionnel, c'est un zonage qui va être construit autour de polarités. Donc on va construire des pôles qui sont des lieux de forte concentration de la population et de l'emploi. Et ensuite, on va définir la couronne qui va mesurer l'étendue de l'influence de ces pôles sur l'espace qui les entoure. Donc, ces zones sont marquées par de forts liens fonctionnels et économiques entre les pôles et leurs couronnes. C'est pour ça qu'on parle de zonage fonctionnel, ce qui permet d'analyser les conséquences, par exemple, d'un choc économique sur un pôle, comment ça va se répercuter sur la couronne. Regarder comment les infrastructures ont un impact important aussi sur les mobilités à l'intérieur de ces grandes aires. Donc, voilà, tout un tas d'études qui sont faites à partir de ce zonage.
Et donc, pour définir ce zonage, donc on va construire des pôles. Au niveau européen, ces pôles sont ce qu'on appelle des cities. Donc, ils sont définis par agrégation des carreaux très denses, donc les carreaux de la grille de densité. Les plus denses, on va les agréger et ça va nous faire des ensembles assez importants de populations très denses qu'on va appeler les cities. Donc, voilà la carte des cities européennes. Donc, en bleu, on a les cities et en rouge, orange, on a leur aire d'attraction. Et l'ensemble, bleu plus orange, constitue ce qu'on appelle l'aire fonctionnelle urbaine. Donc en France, il y en a un peu moins d'une centaine d'aires fonctionnelles urbaines. Donc la plus grande est Paris, hein, qui couvre un peu plus de la région Île-de-France. Et puis après, tout un tas d'aires qui structurent tout le territoire. Donc quand on regarde cette carte, on voit quand même qu'en France, on a un réseau très dense d'aires fonctionnelles. Alors il y a la Grande-Bretagne aussi, hein, qui est dans une situation un peu similaire, mais sur une partie du territoire, plus sur l'est de son territoire. En France, c'est une caractéristique forte, c'est qu'on a un réseau très fort et on voit apparaître là des aires qui touchent la frontière. Donc, on a envie de dire, il y a peut-être des choses qui se passent, peut-être qu'on pourrait réunir certaines aires ou certaines bouts d'air autour de ces frontières-là. Le zonage actuel, là, il s'arrête à la frontière. Quand vous zoomez sur ces cartes Eurostat, les aires s'arrêtent bien au trait noir là, de chaque pays. Ça. Alors, en France, on a construit, nous, ce qu'on appelait les aires d'attraction des villes, qui partent de la définition Eurostat des cities et des FUA, mais qu'on a décliné à des seuils, à différents seuils, pour construire un ensemble d'aires beaucoup plus structurantes que les seules 100 grandes aires, grandes cities ou FUA qu'on a en France. Donc, on va définir des pôles à partir de la grille de densité, et puis les aires d'influence seront définies par contre exactement de la même façon. Alors, la définition OCDE de l'aire d'attraction, enfin de la couronne, c'est à partir des flux domicile-travail. Dès lors qu'une commune envoie au moins 15% de ses actifs travailler dans le pôle, à ce moment-là, elle appartient à la couronne de ce pôle. C'est un algorithme très simple, puisqu'on regarde le seuil de 15%. Par contre, c'est un algorithme qui est dit hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'attraction des grandes aires dans un premier temps, et ensuite on va décliner des grands pôles, pardon. Ensuite, on va décliner aux pôles de niveau inférieur en taille pour construire leurs aires d'attraction. Donc, le schéma d'une aire en France est construit de cette façon-là. Donc, le pôle au milieu et puis toute l'aire autour qu'on appelle la couronne ou la couronne périurbaine, donc caractérisée par au moins 15% d'actifs qui travaillent dans le pôle. Donc, voilà comment on a construit nos aires, donc, sur le même niveau, le même modèle européen, OCDE, mais on a construit beaucoup plus de pôles, c'est-à-dire qu'on a décliné le nombre de pôles en fonction de seuils différents, ce qui nous donne cette carte, la toute nouvelle carte des aires d'attraction des villes, qui représente toute la structuration du territoire. Donc, on retrouve les très grandes qui sont les FUA, et ensuite des aires de moindre importance en taille de population, mais qui structurent complètement le territoire, et tous les espaces sont structurés à partir de ces aires. Alors, ce qui est important, c'est que l'influence des villes ne s'arrête pas à la frontière, et c'est ce qu'on a essayé de traduire en France avec deux choses. On a regardé les pôles transfrontaliers. Donc, lorsque des communes très denses sont contiguës de part et d'autre, donc ce qui a permis de construire des pôles qui traversent la frontière et ensuite de déterminer l'aire d'attraction de l'ensemble de ces pôles. C'est le cas de Lille, par exemple, ou de Strasbourg, des pôles transfrontaliers, et qui ont une aire d'attraction en France très importante.
Donc, ce n'est pas seulement la partie de Strasbourg qui définit la couronne de Strasbourg, mais c'est aussi la partie du pôle qui est de l'autre côté du Rhin, qui va définir l'attraction, la couronne de cette aire. Et l'autre aspect, c'est de regarder les aires d'attraction, les communes qui sont attirées par des pôles qui sont à l'étranger, donc qui sont complètement de l'autre côté de la frontière. Donc on en a 5. Donc Luxembourg, Monaco, Lausanne, Charleroi, Saarbrücken au nord-est. Donc, et donc là, on va définir des couronnes qui sont attirées par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc, voilà un zoom sur la carte. Alors, j'avais parlé de Strasbourg. Donc, Strasbourg, on ne le matérialise pas ici, mais dans sa construction, on a bien pris en compte l'ensemble du pôle, avec les communes allemandes qu'il y a de l'autre côté du Rhin. Et ensuite, on regarde l'aire d'attraction de tout le pôle, donc partie française, partie allemande. Donc, ça veut dire que dans la partie orange, là, il y a des communes qui sont attirées par la partie allemande du pôle et puis l'autre par la partie française du pôle. Et puis, l'autre façon de faire, c'est ce qu'on a matérialisé par ces points et ces tirets. Donc, on en voit ici un petit peu, là, Luxembourg, Bâle ici, et puis il y en a d'autres un peu plus bas. Donc là, ce sont des aires, donc en orange, des aires qui sont attirées par le pôle qui est à l'étranger, donc Luxembourg. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pôle en France, ici. Le pôle, il est vraiment situé de l'autre côté de la frontière, mais ça fait une part importante de la population. Enfin, il y a au moins 15% des actifs de chaque commune, de cette partie orange, qui travaillent au Luxembourg. Et donc, ça fait des espaces assez importants, plusieurs centaines de milliers de personnes là, qui sont concernées en population totale par le pôle de Luxembourg. Donc, on retrouve la même chose ici dans une moindre mesure, mais on le retrouve aussi à Sarrebruck. Il y a une partie orange ici, là, qui dépend du pôle qui est de l'autre côté de la frontière. Et puis à Bâle aussi, on a cette partie-là. Donc là, des couronnes qui ont un pôle qui est complètement à l'étranger. Donc, c'est ce qu'on a matérialisé. Et ça, c'est une grande nouveauté, puisqu'avant, nos zonages s'arrêtaient bien à la frontière, enfin, au moins pour leur attraction. Là, on l'a pris en compte et puis on le matérialise aussi sur les cartes, ce qui permet de montrer l'influence de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Voilà, donc je vais finir par quelques statistiques sur ces aires d'attraction des villes. Donc, voilà, par exemple, on regarde la répartition de la population par type de territoire. Donc, en bleu, les communes centres, donc, qui est la ville principale du pôle. En orange, les autres communes du pôle. Et puis, en orange clair, la couronne. Donc, les communes qui sont sous l'attraction du pôle. Donc, Paris est un petit peu à part, avec un poids très fort du pôle et surtout des autres communes que la ville-centre, et une couronne en population qui est assez faible, alors que dans les autres parties du territoire, la couronne a une place plus importante au détriment des autres communes du pôle. C'est-à-dire que dans les petites aires, souvent, le pôle est constitué d'une commune, ou voire 2, 3, mais très peu de communes, et l'essentiel de l'aire est construite par la couronne. Alors, sur ce zonage-là, permet de faire des analyses, alors qu'on regarde l'évolution de la population, c'est là qu'on met en évidence les phénomènes de périurbanisation. La périurbanisation, c'est la croissance de la population autour des villes. C'est un phénomène qui date des années 70, qui a été très fort. Donc marqué, chaque fois on a l'image des personnes qui vont habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail pour avoir une maison, un peu d'un jardin, un peu d'espace. Donc c'est ce phénomène qu'on appelle la périurbanisation et qui se poursuit aujourd'hui. Quand on regarde l'évolution sur les 10 dernières années, donc 2008-2018, on voit que la population augmente essentiellement dans les couronnes et les couronnes des grands pôles. Alors que les pôles en eux-mêmes ont une population qui, alors pour les grands pôles, la population augmente encore, mais pour les petits, enfin les moyens et petits, la population stagne, voire diminue. Par contre, la couronne continue d'augmenter assez fortement. Et si on regarde un peu plus loin, on voit que les évolutions de population sont dues souvent à des migrations résidentielles, c'est-à-dire des gens qui viennent s'installer dans les couronnes
Alors que dans les pôles, l'évolution de la population s'explique surtout par des naissances, un somme naturel, plus exactement, important. Et donc ça, c'est bien preuve que la périurbanisation se poursuit. Donc, des couronnes qui s'élargissent et qui se densifient aussi un petit peu. Ces deux phénomènes. Si on retourne sur la pauvreté que je vous avais montré au début, donc tout à droite, c'est la carte par PCI que je vous ai montré. On avait l'impression qu'il y avait un phénomène de ville, de grandes villes, enfin de grandes PCI qui apparaissaient. Quand on le fait sur le zonage en aire d'attraction des villes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le taux de pauvreté est très fort dans les pôles et moins fort dans les couronnes. Et ça permet on peut le voir dans les parties du territoire qui étaient toutes jaunes aussi. Par exemple, à Rennes, Nantes, on voit que la pauvreté est quand même plus forte dans les villes que dans les couronnes. Alors, la différence pôle-couronne est assez forte. Elle est peut-être plus forte dans certaines parties du territoire, hein, comme à Montpellier, Marseille, mais elle reste très forte, hein, à Rennes, Nantes, Brest, enfin, toutes ces villes qui semblaient ne pas apparaître, enfin toutes ces parties du territoire qui semblaient ne pas apparaître quand on regardait le taux de pauvreté. Donc ça, c'est un zonage qui est très précieux pour montrer tout ce qui s'explique par la périurbanisation, mais aussi la concentration de population dans les pôles. Et la pauvreté est un exemple typique, hein, c'est un phénomène urbain, avant tout urbain, puisque la pauvreté se concentre dans les milieux urbains. Ça s'explique très bien, hein, c'est une fonction, en quelque sorte, de certains pôles, hein, d'accueillir ces populations. C'est aussi là où il y a le plus de travail, de facilité d'avoir certains types de travail. Donc au final, c'est cette représentation qui est plus juste, puisque c'est là où on va voir apparaître des taux de pauvreté plus forts à l'intérieur des... Alors, pour finir, j'ai deux, trois slides sur les bassins de vie. Donc les bassins de vie, c'est un zonage très typiquement français qui vise à décrire l'attraction des équipements sur le territoire. Alors, comment il est construit, ce territoire? Alors, sa définition, déjà, c'est un territoire à l'intérieur duquel sa population résidente a accès à un ensemble d'équipements ou services. Alors, je parlais d'équipements-services de manière équivalente. Je définirai après ce qu'il y a derrière ce terme. Et donc, chaque bassin va être construit autour d'un pôle. Un pôle de service, c'est un pôle qui dispose d'un certain nombre d'équipements d'une gamme qu'on appelle la gamme intermédiaire. Alors, à l'INSEE, on a une base qui répertorie tous les équipements présents sur le territoire, alors qu'on enrichit chaque année par des gammes plus complexes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements qui sont décrits. Alors, dans les équipements, il peut y avoir des équipements sportifs, mais il y a aussi des équipements de la santé, des hôpitaux, mais aussi des services équipements marchands, des boulangeries, des coiffeurs, des maçons, etc. Donc il y a beaucoup d'équipements services qui sont présents et qui sont localisés à la commune, voire infracommunal, mais ici c'est la commune qui nous intéresse. Et donc, on a créé 3 gammes en fonction de la présence des équipements. Il y a une gamme dite de proximité dans laquelle on va trouver les équipements les plus fréquents, hein, comme la boulangerie fait partie de ça, le médecin généraliste aussi, qui est présent à peu près partout. Ensuite, il y a une gamme intermédiaire qui est des équipements un peu moins fréquents, hein, des supermarchés, des collèges. Et puis, la gamme supérieure, donc là, ce sont des équipements très structurants, peu présents sur le territoire, mais très concentrés. Donc, ça va être essentiellement les hôpitaux, par exemple, sont de la gamme supérieure, les universités, les hypermarchés aussi. Voilà. Donc, ces 3 gammes-là qui permettent de répertorier l'ensemble de cette base. Et donc, nous, on a travaillé sur la gamme intermédiaire, donc qui est donc des équipements qui sont moyennement présents sur le territoire, et on a construit des pôles à partir de ce type d'équipement. Et un pôle est défini dès lors qu'il concentre au moins la moitié des équipements de la gamme intermédiaire. Il y a une trentaine d'équipements dans cette gamme, et il faut en couvrir au moins une trentaine. Et donc ça permet de déterminer des pôles de service, et ensuite on va construire leur zone d'influence en agrégeant des communes qui ne sont pas équipées
de l'ensemble des équipements de la gamme intermédiaire. Donc, s'il manque un collège dans une commune, eh bien, on va regarder dans quel pôle le plus proche cette commune peut dépendre. Et on va l'affecter au pôle, donc à l'aire d'influence du pôle. Donc, on va construire comme ça des zones d'influence, des zones de chalandise, on pourrait dire, de l'ensemble de ces pôles. Donc, on a un peu moins de 1700 pôles et donc 1700 bassins de vie en France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un zonage qui couvre aussi les DOM, puisqu'on a cette base dans les DOM également. Donc, la source sont la base permanente des équipements, ce que je l'ai dit. On regarde la gamme intermédiaire et puis les flux sont déterminés par les équipements les plus proches de chaque commune. Voilà. Donc, c'est un zonage qui est assez morcelé. Il y a je dis, un peu moins de 1700 bassins de vie, donc ça structure finement le territoire. C'est à peu près le même nombre de PCI finalement, mais construit à partir d'une cohérence d'accès aux équipements. Et à partir de ce zonage, on peut faire des études sur différents aspects, mais donc voilà un exemple sur la qualité de vie dans les territoires. Donc, c'est une étude qui est parue il y a 2-3 ans. Donc, on a regardé à partir d'un certain nombre d'indicateurs de qualité de vie et on a fait une typologie des bassins de vie selon cette typologie de qualité de vie dans les territoires, avec des territoires donc très urbanisés dans lesquels on va trouver tout type d'équipements, des équipements moins urbanisés mais moins denses, avec des équipements plus nature, etc. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui mesurent cette qualité de vie qu'on a déclinée sur l'ensemble des bassins de vie du territoire. Alors, c'est un zonage qui va être révisé. Alors, tous les zonages d'études à l'INSEE sont révisés à peu près tous les 10 ans. Donc, celui-là, on a fait tous les autres zonages. Il nous reste les bassins de vie. Donc, ça va être un travail qui va commencer dans fin 2021 pour atterrir en 2022. Donc, comme tous nos zonages d'études, la révision de ces zonages passe par la mobilisation d'un groupe d'utilisateurs. Donc, on fait appel à des utilisateurs des différents zonages, donc là, les bassins de vie, pour réfléchir avec nous sur les améliorations à apporter, sur la méthode à faire évoluer éventuellement, sur tous les aspects à voir pour améliorer le zonage. Alors, cette révision-là sera un petit peu différente des autres parce qu'il n'y a pas du tout de cadrage européen. C'est une méthode qui est en française, comme je vous ai dit. Donc, on est à peu près libre de faire comme on veut. On n'a pas de méthode plus ou moins imposée pour les bassins de vie. Voilà, donc j'ai terminé sur la présentation des zonages. Je vais couper mon diaporama. Voilà. Un très grand merci, Monsieur Lévy, pour cette présentation extrêmement intéressante, notamment sur ce qu'on fait en France et dont on peut réellement s'inspirer pour porter des messages et au-delà des messages, des propositions pour le frontalier, le transfrontalier. Moi, j'ai surtout noté donc ces définitions de bassin de vie en interne. C'est parfaitement en phase avec ce que nous, on a constaté dans la première partie de cette journée, où avec Patrice Harster, Loïc Deleven et donc Jean Perroni, donc on a fait une sorte de première conclusion que le point d'ancrage de ces bassins de vie, ce sont les bassins de service public. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça rejoint en fait la démarche INSEE. Je pense que ça, il faut se saisir de ce point central, de ces échanges et essayer d'avancer à partir de ce point fondamental. Moi, j'ai quelques questions dans le chat. Donc, je reviens vers les participants. Donc, je vois qu'il y a tout d'abord dans l'ordre Monsieur Bouvet du département de la Haute-Garonne, s'il souhaite prendre la parole. Monsieur Bouvet, est-ce que vous êtes là, Monsieur Bouvet? Alors, donc, sa question a été la suivante. Une zone fonctionnelle est-elle systématiquement définie à partir d'un seul pôle? Peut-il y avoir des zones multipolaires?
Oui, je peux répondre tout de suite. Oui, allez-y, allez-y. Oui, alors j'ai peut-être été rapide sur ce point-là, mais il est possible d'avoir des zones avec plusieurs pôles. Alors, là où on en trouve le plus, c'est à Paris. Hein. Il y a Paris qui est un pôle, mais il y a aussi d'autres pôles secondaires autour de Paris, Meaux, Melun. Il y en a 4-5. Donc on le trouve, il y a une petite dizaine d'aires qui sont dans ce cas-là, avec des pôles secondaires qui attirent des actifs aussi. Il faudra de déterminer la couronne. Après, on a une autre question de M. Marx sur Karlsruhe. Pourquoi il n'est pas intégré? Qu'il attire plus de 15% de travailleurs de certaines communes du Nord Alsace. Monsieur Marx, si vous voulez prendre la parole. Oui, enfin, c'est assez anecdotique, mais c'est vrai qu'il nous paraissait que c'est vrai que l'influence de Karlsruhe et d'ailleurs pas que de Karlsruhe, hein, il y a d'autres pôles côté Nord-Alsace et côté Bade-Württemberg qui semblaient non intégrés. Donc je voulais savoir si c'était un effet statistique ou voilà, qu'est-ce qui pouvait expliquer un peu voilà, qu'on ne repère pas cette art d'influence. Alors, je ne suis pas en tête tout ce qui se passe exactement à Karlsruhe, mais nous, ce qu'on a regardé, c'est l'attraction des pôles définis de l'autre côté de la frontière. Et ces pôles définis, c'est uniquement les cities. L'Allemagne n'a pas défini des pôles, d'autres types de pôles. En France, on a les cities, mais on a d'autres pôles, on en a 700 au total. Les autres pays ne l'ont pas fait. Donc, on s'est appuyé uniquement sur les cities. Donc, si Karlsruhe n'est pas une city, je ne pense pas, on n'a pas pris en compte son pouvoir d'attraction. Et en fait, Karlsruhe est clairement une cities, mais par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas uniquement sur Karlsruhe, mais c'est peut-être quelque chose qui est plus diffus. Il y a peut-être, voilà, mais je pense que Patrice Arster, c'est tout ça mieux que moi. Voilà, c'est peut-être multipolarisé s'agissant particulièrement de cet espace-là. Donc, il y a peut-être effectivement un peu de perte en ligne de ce fait-là. Si Karlsruhe est une city, on l'a pris en compte. Et on a une dernière question. Madame Garcia Alonso, si vous voulez poser votre question. En fait, c'est vraiment ce que je marquais sur le chat. À un moment donné, vous présentez une diapo dans laquelle on voit les aires d'influence des pôles, je veux dire étrangers, sur la population française. Je voulais juste savoir si la situation inverse avait été analysée aussi. Excusez-moi, vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît. Vanessa Garcia Alonso, je suis chargée de mission Interreg POCTEFA au département des Pyrénées-Orientales. Alors pour analyser la situation inverse, il nous faudrait les déplacements de domicile-travail dans l'autre sens. C'est-à-dire les travailleurs étrangers qui viennent travailler en France, enfin les actifs étrangers qui viennent travailler en France. Et ça, on n'a pas ces données. Alors, on les a pour dans certains cas de partenariat, comme par exemple avec Monaco, on les a. Donc on peut le faire avec Monaco. Mais avec les autres, on n'a pas ces échanges, donc on n'a pas toujours les données nécessaires pour construire ça. Mais ça fait partie du projet Eurostat, là, dans le cadre de la définition des zones d'emploi transfrontalières, d'échanger les données de flux. Donc nous, on a préparé une base en France de tous les Français qui vont travailler à l'étranger, donc dans quelle commune à l'étranger ils vont travailler. Et tous les pays vont faire de la même façon et on va s'échanger cette base, on va construire une base de flux frontaliers. Donc on pourra faire des études un peu plus précises sur les flux dans les deux sens. Merci. Une question qui vient de tomber, peut-être avant de redonner la parole à nos co-animateurs. Comment compléter la prise, Monsieur Marx de l'ADEUS, comment compléter la prise en compte des flux de l'accès au travail par les autres motifs de déplacement?
Alors, enfin, compléter, je ne sais pas, mais là, la difficulté, c'est qu'on n'a pas d'autres sources. On n'a pas de base de flux qui décrit tous les types de flux, à part dans des enquêtes, mais ça ne couvre pas tout le territoire, du coup. On avait fait des essais avec des données téléphoniques, où là, on a c'est pas des flux de personnes, c'est des flux de données. Et on avait essayé de construire comme ça, des aires d'attraction de ville à partir de ces données téléphoniques. On trouvait à peu près la même chose quand même, une attraction qui était assez forte et des pôles. Mais voilà, on n'a pas été plus loin parce que derrière ces flux téléphoniques, on ne sait pas trop ce qu'on met. Il peut y avoir des professionnels ou pas, un peu de tout, quoi. C'est un peu compliqué d'analyser ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de flux autre que domicile-travail, parce qu'on les a dans le recensement. Alors, c'est possible que les enquêtes de recensement évoluent avec d'autres données, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Moi, je veux bien dire un mot, Pétia. Ah, merci. Donc, Aurélien Biscot, donc pour la Motte. Moi, je trouve que il y a quand même un sacré pas en avant qui a été fait avec ces nouvelles aires d'attraction parce que ça fait quand même des années qu'on attend, même pour les zones d'emploi. Je pense qu'il y a quand même depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, là, avec les travaux de l'INSEE, la prise en compte aussi des méthodologies européennes. Je pense qu'il y a je ne sais pas si ce n'est pas de géant, mais des grands pas en avant qui sont faits en matière de définition de zonage. Et je pense que ça peut vraiment nous aider sur les travaux qui sont les notes et pour recouper aussi avec des éléments d'analyse toutes les réflexions qu'on a eues déjà dans le groupe précédent, dans ce groupe-là, sur la question du statut du citoyen transfrontalier, des aires fonctionnelles, etc. Pour autant, moi, je pense qu'il y a, à mon avis, ça mériterait quand même qu'on fasse un travail pour affiner ce qui a été fait au niveau national par l'INSEE. Par exemple, dans ce que j'ai entendu de ce qu'a dit M. Lévy, j'ai cru comprendre que Kehl était quand même une city côté allemand. Donc, je pense que si Kehl est une city, il n'y a pas de doute sur Karlsruhe. Donc, ça, c'est le premier point. Et par contre, je serais assez curieux de connaître comment sont construites ces cities qui ne sont pas transfrontalières. Parce que pour connaître un petit peu, par exemple, le Nord-Lorrain ou le secteur balois, je n'ai pas vu si le secteur de Saint-Louis était, par exemple, dedans, mais vous disiez que, par exemple, près de Sarrebruck ou près de Luxembourg, la city s'arrêtait aux limites nationales et qu'il n'y avait pas de city de l'autre côté de la frontière, du coup, ça ne pouvait pas s'accumuler. Or, il y a des continuités urbaines évidentes dans ces territoires-là qui sont tout à fait existantes. Simplement, si j'ai bien compris, la France n'a pas qualifié une city côté français. Du coup, on ne peut pas comprendre qu'elle est transfrontalière. Et je pense que là, il y a un problème parce que, par exemple, dans le Nord-Lorrain, sur lequel j'ai travaillé, il y a une opération d'intérêt national avec une très forte densité qui est en train de se surdensifier. Et il y a une vraie transfrontalité de l'aire Luxembourg, en fait. Simplement, elle n'est pas qualifiée par l'INSEE parce que j'imagine que du côté français, ce n'est pas qualifié comme une city. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu. Je ne sais pas sur Genève, parce que j'ai l'impression que Genève, il y avait quand même une forme de transfrontalité, mais j'ai pas trop, c'est passé assez vite, donc je n'ai pas trop bien vu. Et je pense que si on raffinait un petit peu ces sujets-là tout au long de nos frontières, il y aurait peut-être un petit peu à regarder ça finement, parce que c'est comme les carroyages d'1 km². On sait très bien qu'il y a des territoires qui font des travaux sur les occupations des sols, parce que quand on fait un carroyage d'1 km², là aussi, on perd de la finesse. Donc, je pense qu'il y aurait quand même autour de cette méthodologie européenne du kilomètre carré, il y aurait peut-être à regarder comment ça a été construit au départ et de voir le carroyage de base, parce que je pense qu'on pourrait aussi réfléchir à ça dans nos territoires pour un peu mieux qualifier ces aires d'attraction au niveau de nos frontières et pour ensuite que ça nourrisse les débats aussi sur les aires fonctionnelles et sur les bassins de vie par rapport à ce qui a été présenté, ce que tu disais, Pétia. On voit que c'est fait sur des équipements d'échelle intermédiaire, donc c'est fait tout type d'équipement croisé à partir d'un pôle qui a été identifié, et là, on a un bassin. Sauf qu'on voit bien, même dans des travaux qui ont été faits au niveau européen, je crois par M. Faludi, par exemple, sur les aires fonctionnelles, en fonction de la fonction qu'on va regarder, forcément, à chaque fois, en fonction du bassin, en fonction de l'équipement qu'on va analyser, l'espace n'est pas le même. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'on pourrait approfondir, et à mon avis, moi, je trouve que la statistique, elle permet aussi d'éclairer des réflexions terrain qui sont les nôtres et qui sont celles, les questions qu'on se pose en tout cas depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et que Patrice et Loïc ont notamment exposé en introduction de ce groupe. Voilà.
On peut peut-être passer à nos co-animateurs pour les propos un petit peu finaux. Peut-être Loïc, avant le final, là, juste quand même, oui, c'est vrai, Ouais. une remarque. Monsieur Lévy, moi, j'adore les outils parce qu'une carte, ça illustre bien des fois beaucoup de débats. Et quand on a une carte comme ça, c'est toujours très intéressant pour nous. Par contre, ce qui manque, effectivement, toujours, parce que je sais que c'est extrêmement difficile à réaliser, c'est l'aspect transfrontalier. Donc Karlsruhe, c'est effectivement un aglo de 450 000 habitants et son entourage, c'est 1 million d'habitants, en proximité immédiate de l'Alsace du Nord. Donc c'est une zone importante pour nous. Certains villages du côté français, vous avez plus de 60% des gens qui font leurs courses en Allemagne et qui utilisent des équipements allemands. Donc la notion de bassin de vie telle que vous la définissez et qui me convient en fait, hein, c'est les services et les équipements. Bah, chez nous, c'est en majorité en proximité de frontières du côté allemand. Or, on ne le retranscrit pas sur la carte. Donc, je pense que c'est un peu dommage. Alors, je pense que c'est des chantiers fins, peut-être qu'il faudra définir un jour, si on peut le réaliser, évidemment, au niveau statistique, au niveau de l'INSEE. Et je pense que vous avez besoin, comme on l'avait dit, en fait, ben, des données de l'autre côté de la frontière, et qui sont souvent pas les mêmes. Hein, donc, c'est la difficulté de l'harmonisation. Mais je pense que si vous montrez à un élu une carte très parlante, on n'aura pas besoin de grands discours, un grand débat de 3 heures, il comprendra tout de suite. Hein, et même au niveau des décideurs. Donc, ça reste pour moi un outil quand même très important. Et on voit aussi l'évolution que vous donnez, hein, vous apportez à l'ensemble de votre processus. Hein, donc, c'est aussi très, très important pour nous. Et toujours aussi un peu le cadre européen, très important pour nous. Alors, peut-être, Loïc, un peu pour résumer, moi, ce que je retiens, oui, c'est vrai qu'on a plusieurs chantiers qui sont là. Je ne sais pas comment, on ouvre tellement de boîtes et de chantiers que je ne sais plus comment on va tous les poursuivre. C'est vrai qu'on a le chantier du statut du citoyen que Philippe Boiry a exposé, avec la notion de bassin à vie qui raccroche sur une convention sur le franco-suisse, mais on est quand même dans un statut du citoyen. C'est très important. Il y a ensuite la notion de service public. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important sur une zone frontière. Quels services publics peuvent être mutualisés, hein, comment faire, et comment les choisir et comment les mettre en place. On a ensuite peut-être cette notion effectivement de zone fonctionnelle bassin de vie qui se greffe dessus en fait sur cette notion de service public, parce que les services publics chez nous, ben, ils sont d'un côté, ben, les citoyens bénéficient de services allemands et les Allemands de services français, parce qu'il y a cette implication du territoire qui fait qu'on habite d'un côté, l'autre famille de l'autre côté, qu'on travaille d'un côté, qu'on vit de l'autre côté, et forcément on a cette mutualisation des services en transfrontalier. Et on peut y raccrocher, comme ça a été dit, l'apprentissage, la formation, enfin un tas de choses, hein, qui font partie de la vie quotidienne en fait, des individus. Et j'aimerais, parce que Pétia et Jean, ils sont au courant, Loïc aussi, je pense qu'un des outils quand même et un des chantiers qu'il faut poursuivre, c'est cette notion de compétences appropriées d'Aix-la-Chapelle. Hein, parce que je pense quelque part aussi, on est dans une zone un peu floue, blanche de compétences. Et quelle que soit la frontière d'État, quelle que soit la zone frontière en Europe ou dans le monde, vous avez toujours ce différentiel de compétences. On n'a jamais la même compétence d'un côté ou de l'autre. Et comment mettre ça en commun sur un bassin de vie, sur une notion de service public. Donc je pense que c'est aussi un outil qu'il ne faut pas négliger, même si on ne va peut-être pas l'utiliser tout le temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, la boîte à outils, elle est pleine. Plus la loi 4D qui va arriver, côté français, enfin bon, voilà, ça pleut tout le temps, donc les outils sont là, il faut pouvoir les utiliser, et puis il faut qu'ils soient calibrés pour permettre de faire avec l'autre. Hein. Si c'est un outil français, d'accord, mais ça ne va pas me servir à grand-chose, moi, sur mon territoire. Hein. Donc il faut ne jamais oublier le partenaire de l'autre côté de la frontière. Voilà, Loïc, je te laisse la parole pour poursuivre. Oui, merci Patrice. En tout cas, c'était extrêmement riche. Moi, je voudrais peut-être juste poser une question à Monsieur Lévy. Donc, lorsque vous dites que vous allez redéfinir effectivement au niveau de l'INSEE les bassins de vie, est-ce que vous allez les envisager d'un point de vue transfrontalier? Parce que j'ai pas entendu, j'ai pas su savoir si c'était clair par rapport à ça. Est-ce que vous pensez les envisager d'un point de vue transfrontalier, en tout cas pour les demi-kilomètres de frontière qu'a la France avec d'autres pays? Alors, c'est pas exclu. On sent bien qu'il y a cette problématique. La difficulté, c'est d'avoir une base cohérente des deux côtés de la frontière, parce que Ouais, ok. c'est ça notre difficulté. Après, il faut voir si on est en mesure de définir des pôles de services
de l'autre côté de la frontière, à ce moment-là, on pourrait avoir leur attraction en France. Mais Ok. voilà, ça peut être. Parce que là, il faut voir donc ça. je comprends bien la la particulier, parce que tout ce qui est ouais. santé, par exemple, je ne suis pas sûr que ça a le même fonctionnement que d'autres types de services. Voilà, donc Je comprends bien la difficulté. Ce qu'il y a, c'est que ce qui pourrait être une proposition avec ce groupe aussi, c'est que de pouvoir vous aider justement à essayer justement de construire sur certaines agrafes des frontières, justement cette réciprocité. Parce que si je prends par exemple la frontière franco-belge et singulièrement l'agrafe territoriale que représente l'Eurométropole, donc 80 km sur 620 km de frontières, nous avons donc des partenaires au sein de l'Eurométropole qui ont cette connaissance-là. Et je sais aussi que du côté comment dire, de la Wallonie, donc du côté francophone belge, il y a aussi, en tout cas, ce travail de dimension bassin de vie, avec l'identification, comme vous dites ici, de définition d'équipements publics et qui ont déjà fait ce travail-là. Donc, il y a possibilité, en tout cas, il me semble, en tout cas, de voir si il y a possibilité, en tout cas, de comparer les mêmes choses, tout en sachant que je sais que c'est compliqué sur la méthodologie statistique de comparer ce qui est comparable de part et d'autre de la frontière, mais en tout cas, ça peut être peut-être une proposition pour essayer d'enclencher un chantier peut-être intéressant, de peut-être pouvoir vous éclairer et en tout cas mettre en place aussi les contacts. Parce que je sais qu'il existe aussi, et ça existait notamment sur la frontière, je parle pour la mienne ici parce que je ne sais pas si ça s'était passé, mais à l'époque, ont été développés des atlas transfrontaliers sur la frontière franco-belge, entre l'INSEE, l'IWEPS du côté wallon et le Vlaams Institute, donc l'Institut flamand du côté flamand. Donc, c'est juste de voir comment on peut réactionner ces choses-là, parce que, bien évidemment, sur la définition de ce bassin de vie, si on en reste juste à cette dimension plutôt de fonctionnalité et de finalement d'aide à la décision, pardon, pour justement lever ces blocages juridico-administratifs et d'atténuer ces effets frontières, je pense que ce serait intéressant, en tout cas, dans les prochains mois, de travailler là-dessus. Mais je sais que ce que j'ouvre ici, c'est un énorme chantier. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire. J'ai bien compris que c'était compliqué. Mais donc voilà, donc en tout cas, c'est une main tendue. Voilà. C'est vrai qu'au-delà de ce que dit Loïc, tout le réseau de la Motte, on est, nous, Voilà. mobilisés sur beaucoup de sujets qui sont transfrontaliers. C'est-à-dire que nous, on étudie, puisque vous avez mentionné la santé, je me permets juste d'ajouter une remarque. Par exemple, sur la santé, c'est vrai qu'on a plusieurs dossiers sur plusieurs frontières. Et si vous voulez, une partie du travail, c'est d'étudier comment ça fonctionne de l'autre côté. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être fourni par nos soins dans le cadre d'un partenariat qu'on mettrait en place. Mais vraiment, si on peut un petit peu pérenniser ces échanges avec l'INSEE, ça peut être mutuellement, je pense, intéressant. D'accord, oui. Bah, écoutez, je note cette volonté. Et puis, bah, écoutez, je vous tiendrai au courant lorsqu'on lancera les travaux et surtout quand on réunira un comité d'utilisateurs auquel vous pourrez participer et apporter des éclairages, votre expertise sur puis des solutions, peut-être, pour améliorer les choses. Je pense que c'est intéressant parce que si je fais par exemple le lien avec la métropole européenne de Lille et notamment le schéma de coopération transfrontalier qui est en cours de discussion, etc., il y a aussi tout simplement le fait que cette statistique et cette notion de bassin de vie transfrontalier, si elle est appréhendée a priori d'un point de vue franco-belge, en tout cas pour le territoire, ou d'un point de vue transfrontalier, c'est aussi de pouvoir répondre à des objectifs liés notamment à des plans, le plan local d'urbanisme qui est en train d'être rediscuté au niveau de la métropole européenne de Lille. Il y a une notion aussi de plan air-climat. Et tout ça, ce sont des données qui viennent nourrir et qui viennent aussi appuyer la dimension transfrontalière. Donc, c'est au-delà de la main tendue, c'est aussi une nécessité, en tout cas pour les territoires que nous représentons, d'avoir en tout cas l'appui d'un institut comme l'INSEE sur ces thématiques-là, parce que c'est en tout cas aussi démonstrateur de cette dynamique transfrontalière. Et c'est vrai que ça aide à la construction du territoire, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre notamment de ces bassins de vie transfrontaliers. Donc voilà, mais je suppose que vous en êtes convaincus, donc je ne veux pas une... Non, vous voyez aussi les témoignages du réseau qui ont été un petit peu suscités dans le chat. Donc notre réseau témoigne également des travaux engagés auprès de la Motte
pour justement mutualiser un certain nombre de choses sur les frontières, agir avec les partenaires de l'autre côté de la frontière. Vous voyez les exemples des maisons France Service, donc qui seraient, donc nous, on a travaillé, pas moi en première ligne, mais bon, un collègue qui a travaillé dessus pour que ça soit un petit peu ouvert aux questions transfrontalières. Donc, la frontière franco-italienne aussi, donc l'observation transfrontalière. On a aussi donc sur le franco-espagnol, donc service statistique, donc pour mesurer voilà, les flux transfrontaliers. Enfin, je veux dire, là on vous mentionne un certain nombre d'initiatives, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à étudier et je pense à vous faire partager. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour ça, hein, le réseau de la mode, c'est ça. Aurélien, il avait une question, encore une fois, pour M. Lévy. Je ne sais pas si Aurélien voulait prendre la parole. Non, mais en fait, je voulais juste savoir s'il était possible d'accéder d'une manière ou d'une autre au carroyage qui a été fait au niveau européen, parce que ce serait intéressant de voir la base, de base, justement, qui a permis de construire ensuite tout le système des cities et des aires urbaines adjacentes. Oui, c'est sur la base européenne est en ligne sur Eurostat, sur le site d'Eurostat, les données carroyées sont présentes. Vous avez la population dans chaque carreau pour tous les pays. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cette journée, hein, encore une fois, avec beaucoup de boîtes d'ouvertes, beaucoup d'idées lancées, extrêmement riches, intéressantes à développer. Et donc, on va poursuivre nos travaux ensemble, hein, et on va essayer quand même d'en tirer des enseignements et de porter des propositions à plus long terme. Je sais que Jean Perroni, qui voulait faire un certain nombre de mises en perspective à la fin de ce groupe. Donc, Jean, je t'en prie. Oui, merci Pétia. Je vais être très sobre. Non, je voulais redire un petit mot sur l'observation. D'abord, c'est comme Aurélien l'a dit, il faut vraiment saluer tout le travail qui a été fait à la fois par l'INSEE, mais aussi au niveau européen. Donc, à la fois Eurostat qui travaille donc, avec l'ensemble des instituts statistiques, mais aussi la DG Régio qui joue depuis quelques années le rôle d'aiguillon. Hein. Donc, j'ai mis dans le chat, notamment, il y a une étude pilote qui a été réalisée pour la DG Régio par un certain nombre d'instituts, dont l'INSEE qui a commencé d'explorer justement des sources comme les flux téléphoniques pour les mesures d'emploi transfrontalier. Donc ça, il faut s'en réjouir parce que ça donne des moyens de compréhension pour nous tous, mais aussi parce que c'est une condition de la reconnaissance de ce fait transfrontalier par les politiques européennes et nationales. Alors à cet égard, les idées progressent. Hein. Je mentionne juste effectivement les services publics. Je pense que Mme Tieffin l'a signalé, donc vous êtes intéressé au niveau du département. Je pense que l'ANCT s'y intéresse et va s'y intéresser dans les semaines à venir, si j'ai bien compris. Je ne peux pas parler à leur place, mais là, on a effectivement une piste intéressante. Alors, cela étant, vous avez été nombreux à signaler tout ce qui se fait effectivement en matière d'observation et de connaissance déjà sur les frontières, hein, notamment sur un certain nombre de régions transfrontalières, notamment urbaines, où il y a un besoin évident, mais il existe aussi ailleurs sur des territoires plus ruraux. Donc moi, ce que je voulais juste redire, hein, c'est que le Interreg peut contribuer à financer ces travaux. Hein. On le disait prudemment dans les autres périodes parce que les programmes étaient quelquefois réticents, mais là encore, les règlements le prévoient, c'est-à-dire que vous avez ce nouvel objectif de gouvernance, j'espère qu'il sera pris en compte par la plupart ou tous les programmes, et ça permet de financer des travaux dans la mesure où, bien sûr, on démontre que ces travaux sont nécessaires à la compréhension et à l'action pour les territoires transfrontaliers. Mais saisissez-vous de ces moyens-là. Alors, ce que je voulais aussi dire, hein, Aurélien aurait pu le dire aussi, contrôle, là, parce que c'est plutôt lui qui suit ce thème-là, on a bien l'ambition de continuer à travailler aussi sur cette mise en réseau de l'observation transfrontalière, et on espère le faire avec l'Agence de cohésion des territoires, dans le cadre notamment de ce comité stratégique transfrontalier qui existe depuis déjà plusieurs années, mais qui est un peu en sommeil depuis 1 ou 2 ans, mais qui va sûrement reprendre. Nos amis allemands ont une démarche un peu similaire sur l'ensemble de leurs frontières, donc ça maille progressivement l'Europe avec beaucoup d'intérêt de la Commission. Donc on est vraiment sur une trajectoire vertueuse très intéressante et on a besoin de travailler à tous les niveaux.
pour le niveau local et avec le niveau local, mais aussi avec effectivement le soutien national et européen. Alors, après, juste encore un petit mot de mon côté. Notre groupe de travail, il est dans une logique qui va se poursuivre avec la prochaine séance. Moi, je te laisserai parler. Mais juste vous rappeler qu'il y a vraiment deux occasions politiques intéressantes dans les mois à venir auxquelles ce groupe doit, à mon avis, contribuer. C'est d'abord au niveau français la loi 4D, hein, ça a été mentionné tout à l'heure, mais toutes ces questions, il y aura, c'est annoncé par M. Waserman et aussi par la ministre, par M. Giraud notamment, le ministre du Rural, il y aura un volet transfrontalier dans cette loi 4D qui est censé passer qui est au Conseil d'État, mais qui va passer au gouvernement, ensuite au Parlement dans les semaines à venir. Ça sera l'occasion, y compris pour vous, pour vos députés, de faire valoir éventuellement des thématiques liées à telle ou telle compétence ou à des logiques de services publics transfrontaliers dans différents champs, la mobilité, la santé ou la planification, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qu'il faut qu'on saisisse les uns et les autres. Et sinon, au plan européen, je rappelle que le comité des régions prépare une résolution qui devrait être votée vers le 30 juin. Et il y a toutes les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui, bassin de vie transfrontalier, droits des citoyens, services publics, sont vraiment au cœur de ce projet de résolution. On vous partagera, on partagera au réseau de la Motte à un moment donné, quand il y aura quelque chose qui sera montrable, pour que là aussi vous puissiez réagir. C'est vraiment un moment très très intéressant, et tout ça lié au fait, donc je reviens au point de départ de Philippe Voiry, tout ça lié à la prise de conscience qui a constitué encore malheureusement la crise sanitaire. Voilà ce que je voulais dire de mon côté, mais ce n'est pas des mots conclusifs. Oui, parfait. Merci à toutes et à tous, encore une fois, pour vos échanges, les participations des uns et des autres, les partages. Voilà, ça se poursuit dans le chat. Je pense que ce groupe, il est extrêmement utile justement dans ce sens où les personnes des différentes frontières peuvent donc participer, échanger, nous faire part en fait de pratiques locales différentes en fonction bien sûr de tous les sujets. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est tellement riche et thématiquement vaste qu'effectivement, il faudrait qu'on poursuive. Déjà, on fera bien sûr, Jean ne l'a pas mentionné, mais effectivement, on va essayer de faire des résumés, on va essayer de faire des synthèses, on va essayer de tirer l'essentiel de ces échanges pour pouvoir justement, au-delà de faire des comptes rendus, pouvoir formuler des propositions plus concrètes. Philippe Voiry est à nos côtés aussi pour nous aider dans cette démarche, nous écouter, peut-être aussi porter ces sujets à son niveau. Et au-delà de Philippe Voiry, tous nos partenaires locaux, nationaux, européens, on est là pour les mobiliser, pour leur porter tous ces messages. Et donc, on va poursuivre ce travail. Simplement, un dernier mot sur le fait que donc, on va essayer de caler rapidement la dernière séance. Moi, on n'en a pas encore parlé avec les co-animateurs pour ce qui est de la date de la dernière séance de ce cycle de 3 séances autour du statut transfrontalier. Donc, on va voir ensemble et on vous tiendra très rapidement informé de cette date. Et on espère avoir aussi donc, ce jour-là de nouveau Philippe Voiry avec nous pour poursuivre les échanges. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir lui poser nos questions aujourd'hui. Moi, je pense qu'il a suscité dès le début des interrogations sur pas mal de choses. Et donc, on va essayer de l'inviter de nouveau, de voir un petit peu en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc, surveillez vos mails. Hein, et donc, on reviendra très vite vers vous à ce sujet. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion. Patrice, Loïc, dernier mot, on poursuit. Non, merci à tout le monde. Oui, merci à tout le monde aussi. Voilà. À très bientôt. Très bientôt aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.